Justement, Anne, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien pour... parce que vous nous dites c'est à nous de nous ouvrir pour permettre ce changement de conscience planétaire. Enfin, ça part de nous. Il y a un certain lâcher-prise à faire apparemment à l'intérieur pour permettre à de nouvelles valeurs, une nouvelle ère de prendre place sur cette terre. Tout à fait. C'est-à-dire que il faut se rendre compte, ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que la planète ne va pas, on va pas retaper la Terre, on va pas reconstruire sur des vieilles bases. Donc, il va y avoir la fin d'un monde. C'est pas la fin du monde en fait, mais c'est la fin d'un monde. Et plus on va tenir, on va avoir disons, on aura des valeurs anciennes, plus on va avoir l'impression que notre monde s'écroule. Donc il est temps maintenant de se dire, mais toutes ces valeurs qu'on a utilisées pendant si longtemps ne sont pas forcément de vraies valeurs. Qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de soi? Sur quoi on s'ouvre? Est-ce qu'on a encore des attachements avec des histoires anciennes, avec une façon de se comporter, que ce soit dans les familles, dans les couples, par rapport aux enfants, dans la scolarité, dans la médecine, dans les soins, partout? Tous les domaines vont être complètement nouveaux. Donc, ce qui est important actuellement, c'est de se dire, est-ce que moi, je suis capable, que chacun puisse se dire, est-ce que je suis capable de voir ce monde ancien s'écrouler sans avoir perdu quoi que ce soit. C'est-à-dire en me disant, maintenant, je peux aller vers quelque chose d'autre et je peux même contribuer, ce qui est important, de contribuer à la croissance d'un monde complètement nouveau. On va pas faire quelque chose d'ancien qui va être à nouveau changé, amélioré. On n'améliore pas le vieux monde, on change de monde. Ça veut dire, c'est quand même important, ça veut dire que il y aura autant de différences entre maintenant, ce qui se passe maintenant et la préhistoire, qu'entre maintenant et ce qui va arriver dans quelque temps et pas dans si longtemps. Donc, ça veut dire qu'il y aura un changement complet, à la fois au niveau de ce qu'on croit être nos bases financières, de ce qu'on croit être nos bases écologiques, notre habitat, nos façons de penser, de vivre. Il faut savoir il faut avoir envie, en tout cas, que ça change. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie que ça change. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais maintenant on en a assez de tout ce qui se passe sur Terre, des choses qui nous paraissent injustes ou qui nous paraissent malheureuses et qui nous donnent cette impression d'être impuissants. Alors il y a la grande question après qui suis-je à ce moment-là? Si tout s'écroule, ça fait peur quand même de se retrouver face à quelque chose d'inconnu. Alors ça pourrait faire peur, mais si on voit l'objectif, si au bout on se dit mais non, on va vers une nouvelle terre, on va vers quelque chose d'absolument extraordinaire où on va nous-mêmes contribuer à poser des bases nouvelles, d'autres choses. On peut déjà commencer d'ailleurs à le faire. Que ce soit, il y a des gens, moi je vois partout maintenant des personnes qui évidemment dont on ne parle pas en général, mais qui sont en train de construire des bases nouvelles avec de nouvelles idées, avec des nouvelles façons d'être au monde, de vivre, de côtoyer l'autre, et puis même dans les entreprises, peu importe. Quel que soit le domaine, que ce soit économique, politique, je dirais même pas religieux, mais ça sera encore différent. Mais quel que soit le domaine, on est capable d'instaurer de nouvelles bases et c'est ça qui est important. Donc d'arriver à vraiment une humanité différente, complètement différente. Donc c'est le rôle des personnes qui sont conscientes. Oui, à ce moment-là, des planètes comme la planète Vénus ou comme d'autres planètes sont capables de nous donner des modèles qui seront pas forcément à suivre, mais déjà savoir que ça existe, ça va nous donner la possibilité de faire quelque chose de cet ordre-là. De la même façon que quand le premier grimpeur, c'est Linger, là, quand il a commencé à grimper avec à main nue et puis sans grand matériel, il était tout seul. Et puis tout d'un coup, la population s'est rendue compte, ou les gens, ou les autres sportifs, se sont rendus compte que effectivement, bah tiens, c'est possible. À partir du moment où c'est possible, tout le monde arrive à le faire. Bon, pas tout le monde, mais tous les gens qui sont dans ce domaine arrivent à le faire. Et maintenant, il y en a plein qui font la même chose que lui. Il suffit que quelques personnes montrent l'exemple, et à ce moment-là, il y a plein de personnes qui vont suivre, parce qu'au fond, tout le monde a envie d'autre chose. Mais il y a quelques personnes qui, elles, vont servir de modèle. Bon, pour qui c'est un peu plus difficile, mais qui sont des débroussailleurs. Et dans les jeunes qui naissent actuellement, dans les enfants qui naissent actuellement, il y a aussi des êtres avec des ADN modifiés,
qui leur donne des capacités, des possibilités différentes de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et tout ce qu'on arrivait à acquérir, on mettait 10 ans par exemple pour l'acquérir, ça va être quelque chose qui va se passer en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais même maintenant pour les adultes. Nous, on voit quand, par exemple, quand on côtoie des personnes, les changements qui se font très rapidement après une lecture, après des conférences, après avoir entendu une émission, après avoir rencontré des personnes. Il y a des personnes qui changent du tout au tout, alors qu'avant, ça aurait pris 20 ans, 30 ans. Donc, tout va plus vite. Tout va plus vite et en même temps, bon, je veux dire, il faut voir aussi ce côté extraordinaire et se fixer sur l'objectif d'arriver. Et là, il n'y a plus de peur. Parce qu'on se dit, bon, je veux dire, qu'est-ce qu'on va devenir? En fait, on reste soi-même intègre. C'est pas nous qui risquons, c'est le monde ancien qui risque. Et si le monde ancien disparaît et qu'on est collé au monde ancien, évidemment, on aura l'impression de mourir. Mais c'est surtout ça. Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est un monde qui est basé sur, dans lequel le cœur a plus d'importance, l'ouverture de cœur et... Le monde qui vient? Le monde qui vient, oui, bien sûr. C'est un monde qui va être basé pas seulement sur l'ouverture de cœur, enfin l'ouverture de conscience en général. C'est-à-dire, c'est à tous les niveaux de notre être. On ne sera pas simplement en communication avec quelqu'un, mais on pourra être en communion avec une personne. Et c'est pas pour ça qu'on va s'ennuyer. C'est pas pour ça qu'on aura l'impression que nos émotions, tout d'un coup, ont disparu. Au contraire, on aura un niveau plus élevé d'émotions, ce qui veut dire que on les mettra au niveau plus des sentiments que des émotions, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a certaines problématiques sur lesquelles on est toujours en train de tourner en rond autour de soi, en se disant mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Qu'elles soient physiques, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes au niveau relationnel, au niveau amoureux, on sera passé à un autre niveau. Par exemple, sur des planètes, sur les autres planètes du système solaire, il y a des problèmes, on a l'impression, enfin, eux ont l'impression que nous sommes au jardin d'enfants. Donc, évidemment, au jardin d'enfants, on peut être bien un certain temps, mais à un moment donné, il faut en sortir. Et c'est vrai que pour eux, c'est vraiment cette sensation de nous voir comme des petits qui sont en train de se disputer pour des bouts de ficelle, quoi. Et qui, en fait, n'auront pas d'importance d'ici quelques années. On se dira, mais comment on a pu être à la préhistoire comme on l'est actuellement? Comment on fait? Quel est votre conseil face à des personnes qu'on ressent qui ne sont pas sur la même longueur d'onde? Ah, alors là, ben oui, effectivement, c'est plus difficile de parler à des gens qui, eux, n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Mais je suppose que quand même, quand nous, on les rencontre et que ces personnes sont mal ou ont des soucis ou ont des problèmes, ben, comme tout le monde en fait, et qu'elles ont envie d'en sortir, elles sont en train, c'est au moment où on a des problèmes qu'on a envie d'en sortir, qu'on commence à ouvrir des portes. Et à ce moment-là, quand la porte commence à s'ouvrir, ben la personne va chercher, elle va chercher un moyen de s'en sortir, et à travers les moyens qui lui sont proposés, elle va s'apercevoir que, eh bien, une fois qu'elle aura pris les médicaments, une fois qu'elle aura pris les calmants qui vont calmer son angoisse, ben le problème n'est pas résolu. Et que donc, il y a peut-être autre chose derrière qui appelle. Mais on n'est même pas obligé de parler. Je pense que la façon d'être est bien suffisante. C'est comme avec avec nos enfants. Je veux dire, si on leur dit de faire des choses et qu'on n'est pas capable, nous, d'être ce qu'on dit, en tout cas, ça n'aura aucun impact. Par contre, on peut très bien ne rien dire et être, et à ce moment-là, ça a de l'impact. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est juste une présence en fait. C'est pas la peine de se torturer en se disant ou en voulant absolument convaincre. Moi, je me souviens qu'au début de mes expériences de voyage astral, quand on faisait des conférences, je me disais mais il faut vraiment surtout pas que je cherche à convaincre. Je témoigne simplement de ce que je vis parce que sinon ça va être terrible. Parce que les personnes vont se sentir bousculées dans ce qu'elles vivent. Et en plus vont être agressives parce que ce que je propose n'a rien à voir avec ce qu'elles connaissent. Donc c'est important ça aussi de se dire bon, on peut pas aller plus vite que la personne et que le rythme de la personne que l'on côtoie. Et si on voit des gens qui eux sont mal ou ne peuvent pas réaliser autre chose ou penser que autre chose puisse exister, je trouve que c'est important de pouvoir leur laisser la possibilité effectivement de cheminer à leur rythme.
et de se dire, on est là, et puis c'est tout, quoi. Si c'est un ami, on est là, et puis voilà. Il y a une dernière petite chose que j'aimerais bien vous demander sur la maladie, votre opinion de la maladie. Je sais que vous faites des soins esséniens, donc il faudrait nous expliquer ça d'abord. Puis vous nous dites que la maladie, en fait, est un signal de notre âme pour parler de son mal-être. Donc Oui, en fait, la maladie arriverait sur d'autres plans avant d'arriver sur le plan physique. Est-ce que vous pourriez nous en parler de cette notion de la maladie que vous avez ? Disons déjà, les soins esséniens, ce sont des soins qui étaient enseignés il y a 2000 ans, au même titre que la médecine chinoise, au même titre que la médecine ayurvédique en Inde, par exemple. Donc, elle avait ses lettres de noblesse, et puis après, elle est passée en sommeil. Et il y a 2000 ans, donc à l'époque de Jésus, c'était en Palestine, les Esséniens étaient réputés en tant que thérapeutes. Donc, même les Juifs faisaient appel à eux, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une connaissance parfaite de l'anatomie physique et de l'anatomie subtile de l'homme. Donc ça soignait sur tous les plans, c'est-à-dire que le thérapeute essénien est là pour amener des éléments qui vont pouvoir permettre une auto-guérison. Parce que pour eux, la maladie, c'était quelque chose qui ne venait jamais de l'extérieur, mais que nous créons de l'intérieur. Et pour ça, il faut arriver aux formes pensées, c'est-à-dire que quand on a, je vais vous résumer parce qu'évidemment c'est difficile d'expliquer longuement, mais quand on vit un événement douloureux, autour de nous, il va commencer à se passer, on va créer une cellule qu'on va appeler forme pensée, petit à petit, qui va contenir tous les événements, tout ce qui s'est passé pendant l'événement douloureux. C'est-à-dire la peine qu'on a eue, la façon dont on l'a vécu, mais aussi les bruits extérieurs, la température, le ciel ce jour-là, les gens qui étaient là, le son des voix, les bruits autour, les animaux qui passaient. Et à partir de là, on va commencer à créer cette première cellule qui va rester autour de nous, même si on a oublié l'événement. Ensuite, ensuite, cette cellule, elle va commencer à naître. C'est comme si on donnait naissance à un enfant. Mais, même si on l'a oublié, cette cellule va avoir besoin de nourriture. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à attirer à elle des événements ou des personnes qui vont retoucher la même blessure initiale. Admettons qu'on ait vécu l'abandon ou qu'on ait cru vivre l'abandon en admettant que à notre naissance, on nous ait mis dans un incubateur, par exemple, et que on ait senti ou on ait ressenti l'abandon. À ce moment-là, la première cellule va à nouveau attirer à elle des événements qui vont nous faire sentir abandonnés. Par exemple, à l'école maternelle, un petit copain va nous quitter ou va nous laisser tomber, ou un peu plus tard, on va avoir des problèmes avec nos conjoints, ou on pourra vivre des séparations beaucoup plus douloureusement qu'une autre personne ne le vivrait. À partir de ce moment-là, il va y avoir tout un chapelet d'histoires, c'est-à-dire que toutes ces formes pensées, ce que j'appelle les formes pensées, ce que les Esséniens appellent les formes pensées, vont attirer des événements et des personnes qui vont toucher la blessure. Et toujours. Donc il y aura tout un chapelet d'événements jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça arrive jusqu'au corps physique. Et à ce moment-là, ça peut arriver au niveau du foie, de l'estomac, d'une épaule. On peut être coincé, alité, fiévreux ou déclarer un cancer. Il peut y avoir un tas de choses qui se passent dans le dernier événement qui est la goutte qui fait déborder le vase, ce qu'on appelle. Donc comment on fait dans ce cas-là, dans le cas de la maladie, pour casser ce cercle vicieux apparemment ? Mais c'est justement, alors nous justement quand on l'enseigne, on montre comment on peut effectivement à un moment donné revenir sur ces événements qui reviennent toujours dans notre vie. Par exemple, vous allez vous dire mais c'est bizarre, dans ma vie je suis toujours abandonnée, ou j'ai toujours affaire à des gens autoritaires, ou je suis toujours en proie à une autre anxiété, par exemple face à la trahison. Et puis à force de voir que ces événements ne viennent pas de l'extérieur, il y a quelque chose en nous à guérir. Et au moment où on se pose cette question, on va commencer à trouver quelle est la blessure la blessure d'origine non guérie, cette façon dont on a traduit un événement, le premier événement. Et la traduction étant toujours erronée, forcément, la façon dont on l'a traduit, dont on l'a vécu, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à revivre l'événement différemment. Et à couper ce cercle qui continue, et c'est là où les Esséniens disent, et où on dit,
La maladie n'est pas une ennemie, elle est là pour nous montrer, regarde, tu es blessé, qu'est-ce que maintenant, regarde cette blessure, regarde-la. Et souvent, bon, on attend que ça arrive au corps physique pour pouvoir vraiment regarder. C'est là où tout d'un coup, on se dit, mais là, je suis coincée, qu'est-ce que je fais? Mais les signaux d'alarme, on les a eus bien avant. À chaque fois, il y a un signal d'alarme. Par exemple, vous pouvez avoir un petit accident, puis un accident un peu plus grand, et puis un accident grave. Et là, on s'arrête. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais souvent, on s'arrête quand vraiment c'est difficilement supportable. Ouais. Mais on pourrait voir les signaux avant. Mais on nous dit souvent de ne pas entretenir une relation avec cette maladie, mais quelque part, d'après ce que j'entends entre les lignes, là, c'est qu'il faudrait avoir une relation d'amour avec cette maladie. C'est ça. C'est-à-dire la regarder. Un regard qui soit gentil et aimant. Mais comme un enfant qu'on n'a pas envie de regarder et qui est toujours en train de nous tirer jusqu'à ce qu'on le regarde. Il faut comparer ça. C'est notre création. Cette création, elle est en train de nous dire, mais regarde-moi, j'ai besoin que tu me regardes, j'ai besoin que tu me guérisses parce que moi, je veux pas en rester là. Et à ce moment-là, il faut avoir ce regard, effectivement, en disant, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu es venu me raconter comme histoire? Quelle est mon histoire que je n'ai pas résolue, que je n'ai pas réussi à comprendre, ou que j'ai mal comprise, tout simplement, hein, c'est ce qui arrive souvent. Souvent, c'est parce qu'on a interprété une histoire. Il suffit qu'un adulte ait dit une parole et qu'on ait mal compris et qu'on ait eu 3 ans, par exemple, et puis qu'on l'ait comprise d'une autre façon. Et on peut parcourir toute une histoire, 40 ans de vie, où effectivement on est blessé toujours par une histoire même oubliée. Mais la forme pensée, elle n'oublie pas, elle continue parce qu'elle est subtile. Et si elle n'est pas guérie dans cette vie-ci, elle revient dans la vie suivante. Donc ce qui veut dire qu'elle nous suit jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Et c'est là aussi où on pourrait comparer au karma quand les peuples asiatiques ou de l'Inde ou du Tibet parlent de karma, quand ils disent bon ben ce qu'on sème on le récolte forcément. Et donc ce qu'on interprète, eh bien on va à un moment donné finir par le récolter jusqu'au plan physique. Mais le plan physique est atteint en dernier. Donc il faut savoir que quand ça arrive au plan physique, pour nous, ça veut dire que déjà il y a eu pas mal de choses qui se sont faites sur les plans subtils d'abord. Et l'idéal, et j'espère que justement dans la future planète, ça sera comme ça, c'est qu'on puisse voir nos failles avant qu'elles n'arrivent sur le plan physique. Et à ce moment-là, la maladie physique n'existera plus, parce que ça sera guéri avant. On aura déjà vu ce qui se passe et on aura à ce moment-là coupé les vivres à cette énergie qui pollue et qui en fait nous tire en arrière à tous ces sacs lourds qu'on porte avec soi dont on n'a pas besoin. Non, mais j'imagine qu'en attendant, on va faire face quand même pas mal à la maladie, à des crises financières, à pas mal de catastrophes à tout niveau, pour nous faire réagir et puis collectivement, comme vous dites, faire changer les choses. Et ça sera collectivement que ça se passera. Ah oui. Oui, oui, et puis avoir l'objectif que de toute façon, on va vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est de se dire, bon, peut-être on va être dans un tunnel, on peut être par moment dans le tunnel. De toute façon, il y a déjà des tas de populations qui sont dans le noir, dans le tunnel, qui ont subi des tas d'avaries. Mais se dire qu'au bout, il y a de la lumière, quoi. C'est celle-là. C'est là-dessus qu'il faut se fixer et que tout seul, on n'y arrive pas. Il faut vraiment être les uns avec les autres et que tout ce qu'on fait pour contribuer à ce que la Terre soit plus belle et à ce que nous, on soit mieux, forcément, va rejaillir sur tout le monde. On peut pas s'en sortir tout seul parce qu'on on fait partie du peuple de la Terre aussi. Merci Angie Vaudan, merci beaucoup pour ce moment, ce délicieux moment passé avec vous, merci. Merci.